C'est comme à la radio et le CFA de l'Agglo présente un an d'actualité par les élèves Bac Pro Accueil. Bonjour et bienvenue au centre de formation des apprentis de l'Agglo, Orléans, Val-de-Loire. Bienvenue dans notre émission, celle de C'est comme à la radio avec France Bleu Orléans. Nous sommes là pour vous présenter le travail de presque une année. Une année pendant laquelle les élèves de Bac Pro Accueil et services de proximité et vie locale du CFA ont travaillé, réfléchi sur ce qui a fait l'actualité. Ils ont réalisé des reportages que nous allons entendre dans cette émission pour mieux comprendre les mécanismes de l'information, apprendre à regarder derrière ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. C'est eux que nous allons entendre aujourd'hui. Autour de moi, Saré, Amel, pour vous présenter leurs camarades. Bonjour Saré. Bonjour Anne. Merci d'être là et bonne chance à toutes les deux. Saré est avec nous pour le début de cette émission. Amel nous rejoindra ensuite. Bonne chance. C'est comme à la radio, s'installe au CFA de l'Agglo. Il faut commencer par vous expliquer ce projet, comment nous avons travaillé. Pour cela, nous accueillons Sarah. Bonjour. Bonjour. C'est quoi un an d'actualité au CFA ? Donc nous sommes des élèves en Bac Pro Accueil et SPVL au CFA de l'Agglo d'Orléans. En début d'année, notre professeure Marilyn Gallegos nous a fait écouter le projet et l'émission de radio qu'elle avait réalisée avec l'association C'est comme à la radio l'année dernière avec une autre classe de bac. Elle nous a proposé de réaliser des reportages sur l'actualité de l'année, toujours en collaboration avec les journalistes et animateurs professionnels de l'association. Nous avons déterminé des groupes et chaque mois, un groupe travaillait sur l'actu du mois. Le but, c'était de pouvoir s'exprimer, apprendre à écrire pour être écouté, mais aussi avoir plus de culture générale et du coup s'intéresser à l'actualité. On peut le dire, pour la plupart d'entre nous, on s'intéresse maintenant à l'actualité. On regarde les chaînes d'infos comme BFM TV et on écoute la radio. On a appris quelques techniques de radio, comme écrire, parler en public. On a aussi appris à faire des recherches, vérifier les sources et aujourd'hui, c'est l'émission finale. On va tous vous la présenter on va tous vous présenter nos reportages de l'année. Merci Sarah. Et pour écouter et commenter nos reportages, nous sommes heureux d'accueillir deux invités. Bonjour Abdelak Ledrissi. Bonjour. Bienvenue au CFA de l'Agglo et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes journaliste à France Culture, vous êtes orléanais et d'ailleurs, on ne s'est pas croisé déjà à la boulangerie de La Source. C'est pas impossible parce que à Orléans-la-Source, c'est mon quartier, c'est là où j'ai grandi et j'en suis parti ensuite pour devenir journaliste quand j'avais une vingtaine d'années. Mais étrangement, je me considère d'abord comme un sourcien parce que pour moi, La Source, c'est vraiment une ville à part entière. On dit que c'est souvent une ville dans la ville, mais au-delà de l'aspect géographique, ce côté un peu au sud de la Loire, pour moi, dans l'organisation, La Source, c'est une ville à part entière et je me définis d'abord comme sourcien. D'accord. On vous a invité pour vous présenter notre travail et réfléchir ensemble à la façon de les jeunes s'informent aujourd'hui et puis parce que comme nous, vous avez été apprenti journaliste. C'est ça, donc moi mon école de journalisme je l'ai passé en apprentissage, c'est un contrat de professionnalisation à l'ESJ Lille et pour moi l'apprentissage c'est devenu la voie royale. Avant, on disait que l'apprentissage, souvent, c'était à défaut de pouvoir faire autre chose, une école, etc. Un peu un choix par défaut. Non, l'apprentissage, pour moi, c'est devenu la voie royale. Ça a été le cas pour le journalisme. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre, d'avoir appris ce métier de journalisme. Et pour moi, ça s'applique à tout un tas d'autres métiers, pas que le journalisme. Et puis aussi les questions pratiques, parce que les écoles de journalisme, pour parler de ça, mais il y a d'autres métiers qui sont pour lesquels il faut passer par une école, qui sont souvent payants, etc. Et c'est pas ouvert à tous. Donc l'apprentissage permet aussi d'ouvrir quasiment tous les métiers à tous les profils, quelle que soit son origine sociale, etc. Merci. Juste une question, Abdelak Ledrissi. Est-ce que aujourd'hui, dans votre métier, on vous rappelle régulièrement que vous êtes un apprenti, que vous n'avez pas suivi la voie des écoles de journalisme ? On vous le fait sentir ou c'est du passé ? Non, quand on en parle, c'est justement pour expliquer que c'est une excellente formation qui forme de très bons journalistes. C'est pas pour rappeler qu'on ne vient pas du même endroit, mais au contraire, c'est un élément distinctif. Ah, tu as fait l'apprentissage, donc tu fais partie de ces journalistes-là qu'on voit passer parce qu'on se souvient d'eux, etc., par leur travail. Parce qu'il y a une vraie qualité dans cette formation et c'est surtout l'apprentissage un élément pour se distinguer, mais dans le bon sens. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes vous aussi orléanais, professeur à l'Université d'Orléans, spécialiste de l'histoire du droit et des institutions. Vous aussi, vous aimez la radio et l'actualité, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui.
Pourquoi c'est important de comprendre l'actualité et le monde qui nous entoure ? Alors d'abord, je vais faire comme les bons politiques, je ne vais pas répondre à votre question tout de suite. Je vais d'abord rappeler que moi aussi j'aime les baguettes et moi aussi j'habitais la Source. Donc, voilà. Et puis l'université est à la Source. Donc je confirme tout à fait ce que tu as dit. La Source, c'est une ville, d'ailleurs ça s'appelait une ville nouvelle, Orléans 2, qui a été une magnifique réussite d'urbanisme. Et d'ailleurs, il y a eu récemment un ouvrage auquel j'ai un petit peu participé sur le bien vivre ensemble à la Source. Je ne sais pas si tu as vu passer beaucoup de témoignages avec une préface d'Olivier Carré, le maire d'Orléans. Et puis un mot juste sur l'apprentissage, avant quand même de répondre à votre question, c'est que maintenant, là, il y a l'apprentissage aussi dans le supérieur, c'est assez récent, mais qui se développe beaucoup, et il se trouve que moi, je suis responsable d'un master en apprentissage sur les métiers de l'accompagnement politique et la communication. Donc, ce que je souhaite à certains d'entre vous, c'est peut-être de vous retrouver dans 4 ou 5 ans dans le master que je dirige, puisque certains vont vers les métiers de conseil politique et d'autres vers la communication ou vers le journalisme. Alors, cette question, alors, enfin, la c'est question. important de s'informer et de comprendre bien sûr, c'est particulièrement important aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je crois que là, ça colle vraiment à l'actualité. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours ? On a vu le Brexit, par exemple. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce vote le Brexit, direct, la sortie de l'Europe, de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne. On constate une fracture à tous les plans. Une fracture civique en particulier, c'est-à-dire que moins de jeunes ont voté que de gens de plus de 50 ans. Et j'entendais ce matin à la radio sur France Inter que probablement aux primaires qui vont être organisées en France cette année, en novembre pour la droite et le centre, et puis un petit peu plus tard pour la gauche, il est probable que c'est plutôt des gens de plus de 50 ans, plutôt assez aisés, qui vont aller voter, et les jeunes beaucoup moins. Mais ça c'est grave, parce que l'avenir, qui va être en partie décidé par ces élections, c'est les gens les plus âgés, les gens comme moi, qui vont décider pour vous. Ça, c'est quand même un vrai problème. Fracture civique, fracture générationnelle, territoriale aussi. On sait qu'il y a aujourd'hui, on en reparlera si vous voulez, une fracture entre, disons, les grandes capitales régionales, comme Orléans, les métropoles, et puis, quand on est à Gien, ou à Pithiviers, ou à Montargis, ou à Malesherbes, on ne ressent pas les choses de la même manière, et c'est des territoires où on se sent très éloigné de la décision, on se sent un peu abandonné aujourd'hui, que ce soit en Angleterre ou en France. Les jeunes, ils s'en fichent de la politique, mais vous le dites, pourquoi ? Alors je ne sais pas si tous les jeunes se fichent de la politique. D'ailleurs, je pense qu'une expérience comme la vôtre cette année montre qu'on peut intéresser les jeunes à l'actualité. J'en parlais tout à l'heure avec votre professeur. C'est pas spontané, c'est vrai, parce que ça vous paraît très loin. Et puis, votre question initiale, c'est à la fois plus simple et plus compliqué d'être informé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tsunami d'informations qui vous tombe dessus dès le matin, ou si vous allez sur les réseaux sociaux, ou si vous allez sur Internet, voilà. Mais elles ne sont pas décryptées, c'est dans l'immédiateté, on ne prend pas de recul du tout par rapport à ça. C'est compliqué, effectivement. Il y a plus d'informations qu'avant, mais disons, tout est mis au même niveau. Le commentaire de quelqu'un qui va être en colère le matin, puis qui va dire voilà, ça m'emmerde, un tel, je l'aime pas, et voilà, où ça n'apportera aucun élément intéressant. Et puis, un commentaire d'un journaliste avec des faits avérés et une analyse. C'est mis sur le même plan, et donc c'est compliqué de s'y retrouver. Et c'est de tout ça qu'on va parler, c'est exactement le travail qu'on a effectué cette année. C'est comme à la radio, au CFA de l'Aglo, un an d'actualité. Merci à tous les deux et maintenant nous allons écouter les reportages de nos camarades. Bonjour Enzo. Bonjour. C'est toi qui as réalisé le premier reportage avec Marine, Sarah et Océane. Peux-tu nous en dire plus ? Donc au mois de janvier, nous avons eu le choix entre 4 sujets, dont 2 étaient encore très marqués par les attentats de novembre. Il y a eu veillé la journée des portes ouvertes dans les mosquées, donc nous avons choisi de ne pas traiter ce sujet car nous n'avons pas eu le temps d'y aller. Et nous n'avons pas voulu parler d'un sujet dont nous n'avons pas vécu la chose. Ensuite, il y avait la déchéance de nationalité, sujet que nous avons trouvé trop compliqué à traiter. Et puis Star Wars, un sujet trop vague pour nous, parce qu'on n'avait pas vu les épisodes précédents, et donc on a souhaité ne pas en parler. Donc, par élimination, nous avons choisi l'arrivée de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur du Real Madrid. Et moi, en tant que grand fan de football, j'étais très content. Je vous propose de l'écouter. 4 janvier 2016, le champion du monde, Zinedine Zidane, devient l'entraîneur de l'un des clubs les plus titrés d'Europe, le Real Madrid. Le Real, c'est un palmarès impressionnant. 32 titres de champion d'Espagne, 10 Ligues des champions. C'est le club le plus riche du monde, des revenus estimés à plus de 550 millions d'euros. Des joueurs historiques, les Ronaldo, le Brésilien, le Portugais, David Beckham, et puis Zidane. Joueur et donc entraîneur maintenant. Le premier Français à entraîner le Real.
C'est la logique, dit Joachim Barbier, journaliste à SoFoot. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'il incarne vraiment les valeurs du Real Madrid, etc. Et au-delà du coach qu'il sera peut-être, on ne sait pas trop, c'est vraiment les valeurs de ce club qu'il incarne. Les valeurs du Real, lucha y belleza, le combat et la beauté. Il y a aussi le travail, l'humilité et la famille. C'est pour ça que Zidane a posé avec femme et enfants lors de sa première conférence de presse d'entraîneur. Et puis, il y a le style, l'élégance. Et là aussi, Zidane est incontestable. L'avantage qu'a Zinedine Zidane, c'est qu'il a tout de suite, de par sa carrière, de par son statut, une légitimité. Frédéric Guéguin, ancien joueur professionnel, entraîne aujourd'hui l'USM Saran. Lui, Zidane entraîneur, il y croit. Je le pense parce que dans le milieu professionnel, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une légitimité, une crédibilité dans un groupe. Le milieu professionnel est un peu vicieux en ce terme, c'est que les joueurs ont du mal à recevoir des consignes et parfois des ordres d'une personne qui n'a pas évolué à un certain niveau. S'ils ont en face d'eux un entraîneur qui n'a pas joué, on parle du Real de Madrid, s'il n'a pas été international, s'il n'a pas fait des matchs de Champions League, les joueurs ont un peu de mal. Alors pourquoi on se pose encore la question, comme le magazine SoFoot en couverture, coach Zidane et si le costume était trop large? Parce qu'il ne suffit pas d'être un joueur d'exception pour devenir un bon entraîneur. Pour Jérôme Galichet, notre professeur de sport, ça simplifie la vie, ça fait gagner du temps, mais ça ne fait pas tout. Les grands entraîneurs, et si c'en est un, il deviendra comme ça, il saura mettre non pas des joueurs qui lui ressemblent ou ce qu'il avait réellement en tête, il faut avoir des valeurs, il faut avoir une idée en tête, mais ensuite on fait avec les outils, les armes et les personnes qu'on a en face de soi. Ça c'est valable pour toute situation de manager, du professeur à l'entraîneur en passant par des petites entreprises, des grandes entreprises. C'est tout le temps valable. Et ça, c'est ce que j'appelle moi la pédagogie, c'est-à-dire la confrontation entre hommes et comment tu utilises tes hommes entre eux. Faire avec, s'adapter, c'est l'enjeu pour Zinedine Zidane. Et ça, ce n'est pas forcément lié au diplôme. Comme le dit Francis Seguera, passionné de football, qui suit sa carrière depuis le début. Il y a tellement d'entraîneurs qui entraînent alors que ce sont des adjoints qui ont les diplômes pour qu'ils entraînent. C'est déjà pas mal qu'il ait passé les diplômes, qu'il ait eu ses diplômes sans les avoir par favoritisme. Moi, j'ai vu beaucoup de reportages où il était en salle de cours à suivre les cours pour sa formation comme les autres. Et puis après il connaît le football parfaitement, quoi. On ne peut rien lui apprendre, il connaît. D'après les premiers résultats, 6-0, 5-1, 10-2, ça commence plutôt bien. Mais comme ils le disent tous... Un match de football reste un match de football. Moi ce qui m'intéresse pour le championnat, c'est d'être champion. Abdellah Kelidrissi, Pierre Alloran, vous aimez le football tous les deux. Ce reportage vous a-t-il intéressé ? Mais il m'a beaucoup intéressé, moi, ce reportage. Ouais, je vais commencer. Il m'a manqué un petit quelque chose. Je commence par ça parce que tout de suite, moi, ce qui m'intéresse avec Zidane, entraîneur, j'ai l'impression que, et c'est pas seulement parce qu'on parle du Real Madrid, mais on s'intéresse beaucoup à Zinedine Zidane. Et pourtant, des anciens joueurs de foot qui sont entraîneurs d'équipe, il y en a beaucoup, et de grandes équipes. Bon, là, il est parti du Paris Saint-Germain, mais Laurent Blanc, Didier Deschamps, il est à la tête de l'équipe de France. J'ai pas l'impression qu'on s'y soit... tant intéressé que ça. Donc il y a quelque chose d'intéressant avec Zinedine Zidane. Peut-être, c'est mon avis, là d'où il vient. Il vient des quartiers nord de Marseille, il vient d'un milieu populaire. C'est l'histoire qu'il raconte, c'est ce qui passionne les médias. On revient toujours un petit peu à la même chose. Exactement, il faut que l'histoire elle soit vendable, elle soit intéressante. Mais il y a une vraie question aussi de société derrière avec ce que représente Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Et on a l'impression que du coup, il est aussi plus attendu que d'autres entraîneurs, qu'on va être plus exigeant avec lui parce qu'il représente quelque chose. Aujourd'hui, le foot, ça nous montre que c'est en France un moyen d'y arriver socialement, ce qu'on appelle la méritocratie. Et c'est bien que dans le foot aujourd'hui encore qu'on voit ce genre de parcours-là. Je pense qu'il est aussi particulièrement attendu du fait de son caractère, de sa légende, bien entendu. Chacun a un souvenir de ce rappel où il était en 98, en tout cas pour les plus âgés. Et c'est bien ce reportage, il m'a beaucoup plu parce qu'il montre que Zidane n'est pas devenu entraîneur sur un coup de tête. C'est clair. Donc vous avez fait appel à des experts, il y avait un angle, c'était intéressant, à la fois un enthousiasme du journaliste en herbe, apprenti, et puis vous avez su trouver aussi sur le terrain local, auprès de votre prof de sport, auprès d'un entraîneur de Saran, c'est ça oui. Donc une expertise. Donc ça, je trouve que c'est intéressant comme démarche. Je serais peut-être pas tout à fait d'accord sur l'aspect méritocratique parce que, non pas que Zidane ne mérite pas sa réussite, bien entendu, mais il y a une illusion.
C'est-à-dire que si on fait croire à tous les gamins de la Source ou de l'Argonne qui peuvent devenir Zidane ou pour d'autres, et en plus c'est genré, qui peuvent devenir Céline Dion, c'est pas forcément l'aspect le plus réaliste, certainement, c'est pas ce que tu as dit d'ailleurs. Mais alors ça peut faire rêver, et ça c'est bien. En revanche, les salaires des footballeurs ou la réussite des vedettes de la télévision ou de la chanson, pour 99,99% des jeunes, c'est tout simplement pas possible. Je le regrette moi-même, parce que j'aurais bien aimé être. Alors Zidane, c'est un peu jeune pour moi, mais Platini... Ou Céline Dion. Voilà. Céline Dion, c'est vrai qu'au point de vue physique, c'est peut-être mieux que Platini aujourd'hui, mais bon... Mais sur l'aspect méritocratie, on parlait d'Orléans-la-Source, je le vois dans la pratique du foot, moi j'en ai fait, et pour moi ça a toujours été un loisir, la priorité c'était les études, etc. Et j'envisageais pas de devenir footballeur professionnel, mais à la Source, les gens avec qui j'ai joué, il y en a beaucoup pour qui c'était le seul échappatoire possible, le foot. Et ça pose aussi un problème de se dire que on mise tout sur le foot parce que c'est par le foot qu'on veut s'en sortir, avant même l'école et le succès à l'école. Il y a une vraie question derrière. On accueille Marine. Marine, on a envie de connaître la suite. Que s'est-il passé pour Zinedine Zidane depuis ce reportage ? Alors pour lui, ça s'est très bien passé. Il a su souder le groupe, avoir la confiance de ses joueurs, se faire respecter. Grâce à tout ça, il a gagné la Ligue des Champions. Et en Liga, il est deuxième à seulement 1 point du Barça. Comme nous l'avions prévu, il est aussi bon entraîneur que joueur. Et alors Marine, Enzo, vous avez quelques questions pour nos invités. Enzo ? Alors, je vais commencer par Pierre à Laurent. Donc, comme vient de le dire Marine, on s'est engagé en disant que dans notre reportage, Zidane, elle a été un bon entraîneur. C'est normal pour un journaliste de s'engager ou est-ce qu'il doit rester neutre ? Moi, ça ne me choque pas du tout. Je ne crois pas à la neutralité du journaliste, mais c'est une position peut-être très personnelle. Alors, respecter la parole des autres, ça oui, c'est un impératif. Écoutez. Être très attentif effectivement à ce que vont dire vos invités, etc. Mais la neutralité, en particulier en politique, mais même en sport. Moi, j'aime pas spécialement le Real Madrid. Alors c'est peut-être un point de divergence parce que comme je suis très vieux, je me rappelle que le Real c'était quand même un club qui était plutôt franquiste, comme son nom le montre, royaliste. Je préfère l'Atlético, même au point de vue esprit. Et puis en plus il y a Griezmann, donc celui qui va marquer 2 fois ce soir, je vous l'annonce. Et qui va faire gagner la France. Et qui va faire gagner la France. Donc voilà. Mais non, la neutralité, je ne crois pas trop. En revanche, l'objectivité, oui, l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire ne pas caricaturer la position de l'autre, même quand on reçoit, par exemple, un représentant du Front National et qu'on ne partage pas les idées du Front National. La neutralité, non, j'y crois pas. Par contre, juste sur cet aspect-là du reportage, ce qui peut être problématique à un moment donné, lorsque on est journaliste en tout cas, c'est de se projeter, on n'est pas devin. On est journaliste. Demain, Zinedine Zidane, il peut se ramasser, enchaîner les défaites et partir du club. C'est un risque à ne pas prendre quand on est journaliste. Dans le doute, on ne dit rien. Mais c'était un risque mesuré en l'occurrence parce qu'on avait des témoignages et des analyses qui nous permettaient d'aller dans ce sens. Si on avait eu des analyses contraires, on aurait peut-être émis plus de doutes. Enzo, tu confirmes que ça s'est passé comme ça le reportage ? Voilà, par les différents reportages qu'on a eus, c'était souvent de l'enthousiasme que Zidane il soit le nouvel entraîneur du Real Madrid. C'est pour ça qu'on allait dans ce sens dans ce reportage et c'est pour ça qu'on était aussi enthousiaste pour lui. Et Enzo, il a le prénom d'un fils de Zidane, non ? Je me trompe ? Tout à fait. Marine ? Il a des infos. Marine, tu voulais poser une question à Pierre à Laurent ? Oui, Pierre à Laurent, si le journaliste doit être le plus neutre possible, comment nous, on peut se faire un avis ? Alors justement, je ne pense pas que le journaliste doive être neutre, mais honnête, effectivement. Il faut se faire un avis, enfin je pense, on peut se faire un avis à partir du moment où les faits et l'enchaînement des faits ont été présentés de manière justement rationnelle, honnête, et après libre à chacun, comme dans l'isoloir pour des élections, de se faire sa propre opinion. Ce qui est souvent gênant, effectivement, on va y venir je pense, sur certaines chaînes d'information en continu, vous parliez tout à l'heure de BFM, qui vont trop vite, naturellement, qui ne prennent pas le temps, souvent, d'analyser les choses. C'est que, la réponse est dans la question. C'est-à-dire, on ne vous laisse pas, justement, le temps de réfléchir par vous-même, de vous faire votre opinion. Le journaliste n'est pas là pour prendre par la main le téléspectateur. Le téléspectateur, il est assez grand pour, à partir du moment où on lui a présenté les faits et la réalité en toute honnêteté, se faire un avis sur la question. C'est pas un enfant qu'on va prendre par la main et à qui on va dire il faut penser comme ça ou il faut comprendre ci ou ça. Juste, on s'est posé la question, notamment avec Enzo quand même.
en préparant ces interviews, il y a de moins en moins de journalistes engagés. On ne prend plus position, on donne des avis divergents, tout le monde peut s'exprimer. Et ce que disait Marine, ça nous laisse parfois un peu seuls en tant que citoyens pour décider de ce qu'on pense, Abdelhak El Idrissi. Décider de ce qu'on pense, c'est un peu le problème. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on attend du téléspectateur, de la représentation qu'on se fait du lecteur, du téléspectateur ou de l'auditeur. Et c'est vrai qu'il y a eu cette facilité-là à donner la parole à des polémistes, à des intellectuels, etc., pour venir donner leur avis. Et parfois, on a envie de donner son propre avis, mais moi, ça ne me dérange pas si cet avis-là, encore une fois, il est basé sur des faits et qu'il n'est pas malhonnête. Le problème que tu évoques, Anne, effectivement, je crois que c'est le problème du manque de pluralisme, et en particulier au niveau local ou régional. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à il y a 50 ans, ou même par rapport à il y a 10 ans, dans chaque département de notre région Centre-Val de Loire, il y a un organe de presse écrite, il n'y en a pas plusieurs. En 1930, alors ça vous paraît très loin et c'est très loin, il y avait 5-6 journaux différents à Orléans. Donc effectivement, il pouvait y avoir un journal de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. C'était pas, ça permettait sûrement, ça donnait plus de liberté. À vous les journalistes de radio, de télévision avec France 3, de presse écrite, de vous démarquer. Et souvent ce qui est gênant, à la fois dans la presse locale et dans la presse nationale, c'est qu'il y a parfois un suivisme, entre guillemets, sur les sujets, le traitement des sujets. C'est-à-dire qu'on va trouver la même chose dans le journal presse écrite et à la radio, l'un suivant l'autre. Ça, c'est gênant. C'est souvent la radio qui est à l'origine des sûr. sujets et des interlocuteurs. Moi, j'ai vu ça, par plus, exemple, en étant en région à Caen, et ça prendra 30 secondes, on regardait le sujet de France 3 le soir, et c'était les mêmes sujets avec les mêmes intervenants que dans nos journaux du matin. Ça n'apporte rien. C'est comme à la radio, au CFA de l'Aglo, un an d'actualité par les élèves Bac Pro Accueil. Merci à tous les deux. Passons au reportage suivant. La grâce de Jacqueline Sauvage, prononcée en janvier par le président de la République. Un reportage réalisé par Clotilde, moi-même, Amel et vous, Béatrice. Bonjour. Bonjour. On a choisi un sujet difficile. Oui, effectivement, la grâce de Jacqueline Sauvage, c'est un sujet qui nous a beaucoup touchés en tant que femmes. Parmi les sujets proposés par notre professeur, il y avait le plan d'urgence pour l'emploi de François Hollande, la loi travail et la jungle de Calais. Notre choix s'est porté sur le sujet qui semblait tabou, les violences faites aux femmes. Jacqueline Sauvage est devenue le symbole de la femme battue. Nous avons voulu mettre en lumière ce sujet parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a subi ce genre de violence. Je propose que vous écoutiez notre reportage. Dernier coup sur la tête de Jacqueline Sauvage. 10 ans de prison, c'est le verdict prononcé par la cour d'assises de Blois, le 3 décembre dernier. Cette femme de 67 ans a tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos. Ça pourrait être un fait divers banal, sauf que Jacqueline Sauvage était une femme battue. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans, a assisté au procès. Moi, je ne suis pas choqué qu'elle ait été condamnée. Après, il y a la peine qui est prononcée. Et cette peine, elle doit avoir un sens. On peut penser là que le risque de récidive, il est à peu près nul. Elle a 67 ans, cette dame. La première pensée qu'on a quand on la voit dans le box, on se dit c'est une mamie. Donc qu'est-ce qu'une mamie a à faire en prison ? Une mamie qui devient le symbole des violences conjugales. 436 000 personnes demandent sa grâce présidentielle. François Hollande la lui accorde partiellement le 31 janvier 2016. Mais certains veulent dépasser l'affaire Jacqueline Sauvage, inscrire dans la loi le principe de la légitime défense pour les femmes battues. Luc Frémiot, le président de la cour d'assises de Douai dans le Nord, est un spécialiste de ce problème. Et une nouvelle loi, il n'en veut pas. Je trouve que c'est terrible, parce que c'est une démission des autorités publiques. Ça consiste à dire, nous on est incapable de vous protéger, nous la justice, nous la police, alors débrouillez-vous. La situation, c'est pas ça. La situation, c'est de ne jamais tuer l'autre. C'est de s'exprimer, c'est d'essayer d'attirer l'attention. Il faut que ces femmes puissent se confier, il faut qu'elles soient accueillies dans les services de police avec toute l'attention et la psychologie nécessaire. Vous savez, moi j'entends des témoins parfois qui viennent à la cour d'assises et qui nous disent « Oh mais j'ai rien entendu, j'étais le voisin mais j'ai rien vu. Le frère, oh mais je ne savais pas ce que subissait ma sœur. » On est malgré tout dans une situation où souvent les gens sont aveugles, sourds et muets. Ça, c'est le silence de l'entourage que connaît bien Jean-Philippe Plaine, intervenant au lieu d'accueil et d'écoute d'Orléans. Il reçoit ces femmes battues. D'autant que chez certains hommes auteurs de violences, à l'extérieur, ils se comportent comme de grands princes. Jamais on n'aurait pensé que Jean-Pierre était violent avec sa femme. Le silence des femmes, c'est un mécanisme bien connu aussi, l'emprise.
Première étape, c'est la rencontre, c'est le coup de foudre. Ensuite, deuxième phase, l'isolement, écarté de ses amis, de sa famille. Ta copine, je peux pas la blairer. Et peu à peu s'installent gentiment les violences, avec violence verbale, des petits propos dégradants, mais pas méchants. On te pourrait pas un peu grossi, tu vois, ce genre de truc. T'imagines ce chaud-froid constant, soufflé comme ça, je te tape, je m'excuse, je t'offre des fleurs, on va à Venise. Et la femme là-dedans, elle est complètement paumée, elle sait plus quoi. Il m'aime pas, est-ce que c'est de ma faute, c'est pas de ma faute? Et ça rend fou, on sait plus quoi faire, on sait plus sur quel pied danser. La soupe est froide, il gueule, la soupe est chaude, il gueule. Je sais plus où j'en suis, je suis paumé là, c'est fini quoi. Mort psychique. Alors pourquoi ces femmes ne partent pas? Explication de Jean-Philippe Plaine et Cathy Landa qui les écoutent. Mais parce qu'elles savent plus où elles en sont quoi. Et si je vais à la police, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déposer plainte, il va être convoqué au commissariat. Qu'est-ce que je vais prendre? Plus l'homme se déresponsabilise, plus elle se culpabilise. Et c'est un jeu comme ça, un jeu qui n'en est pas un, mais en tout cas, ça balance de cette façon-là. Et si malgré tout, ils vont porter plainte, comment seront-elles reçues par les policiers? Le commandant Christian Frémin, chef d'état-major à la direction de la sécurité publique de Loiret. Le travail du policier, c'est de rassembler des éléments de preuve. L'un des éléments de preuve est d'établir la matérialité des coups ou des blessures psychologiques. Il va falloir faire appel à un médecin qui va dresser un certificat médical descriptif des blessures et qui surtout va établir une incapacité totale de travail. Des policiers formés, des mesures de protection pour les femmes. La loi a beaucoup évolué, mais elle n'est pas toujours appliquée. Christine Prisac est militante féministe. En 2014, il y a eu une loi qui a prévu, par exemple, que les femmes, elles aient un téléphone avec un numéro spécial et spécifique. À ma connaissance, ça n'a jamais été appliqué nulle part. On voit bien que les lois existent, mais que les moyens sont beaucoup moins respectés pour faire appliquer ces lois. Alors comment on s'en sort? Quel conseil leur donner? Cassez-vous, restez pas. Surtout ne vous isolez pas. Bonjour Clotilde. Bonjour. Quelle est la suite de l'histoire? Alors, au moment de notre reportage, beaucoup de gens disaient que Jacqueline Sauvage sortirait au mois d'avril. Mais la grâce n'était que partielle. Elle a dû et doit toujours passer une série de tests pour prouver qu'elle n'est pas dangereuse. Elle est donc toujours en prison pour le moment. On parle maintenant d'une sortie cet été. Mais surtout, nous, on a beaucoup évolué sur ce sujet. Au départ, on se disait, mais pourquoi elle ne part pas? Pourquoi c'est compliqué quand même, se fait taper dessus. Et puis, en faisant le reportage, on a compris le phénomène de l'emprise. Alors, bonjour monsieur El Idrissi. Rebonjour. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier de la première impression? Eh ben, c'est exactement ça. Et moi, je suis très content de ce que tu as dit. Avant le reportage, en tant que journaliste, on s'attend à quelque chose. On peut assimiler ça à un préjugé. Avant de connaître, on a jugé. Mais dans son approche journalistiquement, à partir du moment où on est honnête, parce que si on a des préjugés, c'est qu'on est subjectif, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si on est honnête, on vient voir en gardant ses yeux grands ouverts, sans mauvaise foi, et qu'on découvre, justement, moi, sur beaucoup de reportages, à la fin, je me dis, voilà, au début, je pensais ça, et ben je me suis trompé, et je suis content de m'être trompé, et je délivre mon reportage, finalement, en faisant le même cheminement que les auditeurs qui vont l'entendre, en disant, vous pensez sans doute ça sur ce sujet-là, c'est plus compliqué, vous allez comprendre pourquoi. Comment on fait quand on est directement touché par une information? Eh ben, on prend du recul et encore une fois, on garde les yeux grands ouverts et on est honnête. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si je prends un exemple, si je fais un sujet à La Source, par exemple, qui est mon quartier, là où j'ai grandi, rien ne m'empêche, si je vois quelque chose qui dysfonctionne, de le dire et d'avoir l'honnêteté de le dire et de pas d'essayer de le couvrir en trouvant des bonnes excuses, etc. Donc ça peut me toucher personnellement, mais rien n'empêche de traiter ça honnêtement. Et c'est le gros défi aujourd'hui. Alors, comment la formation peut changer le regard de la société, monsieur Alloran? Oula, grande question. Non, mais je partage tout à fait ce que tu as dit, effectivement, Delac, sur la nécessité d'une empathie. C'est-à-dire, on peut pas être... si on est indifférent ou insensible, on ne va pas être un bon journaliste, comme on ne sera pas un bon historien ou un bon sociologue, mais il faut effectivement, c'est toujours pareil, être honnête. Vous avez commencé votre reportage en disant « on est particulièrement sensibilisé sur cette question ». Comme femme. Et puis, ce qui m'a frappé ensuite et intéressé, c'est que vous avez essentiellement fait appel à des témoignages d'hommes, à une exception près. Un policier, un magistrat, un écoutant, puis il y avait tout de même une femme. Et je crois que là aussi, vous avez évolué au cours du reportage en montrant que finalement, même si c'était un collègue masculin qui avait traité le sujet, je pense qu'il aurait été
probablement aussi sensibles à la question. Donc vous avez changé au cours du reportage, et de même, vous vous êtes posé, je crois, la question en cours de reportage, et comme la société se la pose, est-ce qu'il faut faire évoluer la loi sur ce sujet-là, et donc aller jusqu'à, disons, donner une sorte d'impunité à quelqu'un qui se venge soi-même en quelque sorte. Au point de vue du droit, je suis juriste, c'est pas possible. La justice ne peut pas faire ça non plus, sinon ça serait un permis de tuer. Bon. En revanche, la moins mauvaise solution, c'est probablement celle qui a été adoptée ici, c'est-à-dire il faut effectivement une condamnation de la justice et puis ensuite un droit régalien, un droit de grâce qui peut s'exercer. Donc vous avez évolué et vous pouvez montrer à vos auditeurs comment vous avez évolué, comment vous avez pris en compte les différents points de vue. Merci à tous les deux. Béatrice, tu avais encore une question, je crois. Oui, échanger, rencontrer des gens qui font cette actualité, aller au-delà des clichés, comment ça nous fait changer d'avis ? Eh ben justement, en ayant l'esprit ouvert et en écoutant ce que les gens ont à dire, lorsque surtout ce discours-là il est différent de ce qu'on pensait avant de faire ce sujet-là, c'est juste important, faire preuve d'ouverture d'esprit. Dernier mot sur votre reportage sur sa construction, il était vraiment très bien. On a commencé avec une situation précise, Jacqueline Sauvage, et puis on a cheminé, on est parti voir d'autres exemples et on a finalement l'horizon bien ouvert à la fin de ce reportage. Et sur la notion aussi de violence, puisque vous avez élargi aux violences psychologiques, aux violences verbales, par exemple tout ce qui est humiliation devant les amis, devant les enfants, c'est de la violence aussi. Il n'y a pas que les coups. Merci de nous avoir accordé votre temps et d'avoir répondu à nos questions. C'est comme à la radio, s'installe au CFA de l'Aglo. En mars, Manon, Émilie, Kenza et Charline se sont attaquées à la loi travail. Bonjour Manon. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet parmi d'autres propositions ? En mars, on a eu le choix entre 4 sujets. Il y avait la colère des agriculteurs, la crise des réfugiés à Calais, la loi travail et un documentaire écologique. On commençait à entendre beaucoup parler de la loi El Khomri. Aux informations, on entendait que le temps de travail des apprentis allait être modifié. Nous sommes des apprentis du CFA de l'Aglo et nous avons voulu comprendre de quoi il s'agissait. En France aujourd'hui, 1 jeune sur 4 est au chômage. Face à cela, le gouvernement dégaine sa loi travail. En assouplissant les règles du licenciement économique, le gouvernement mise sur plus d'embauches, en particulier en CDI. Mais il ne récolte pour l'instant que la colère des jeunes, comme ces apprentis du CFA de l'Aglo d'Orléans. Moi, je suis contre cette loi, puisque ça permet tout simplement de prendre un employé à la volée et puis de le licencier le lendemain. Ça devient trop facile de se faire licencier. Une semaine, on va travailler là, une semaine, on va travailler là, ou un mois, on va travailler là, un autre mois, on va travailler là-bas. On sera plus dans des filières, on sera juste là pour travailler à un endroit ou à un autre et licencier. Des licenciements plus faciles, un marché du travail moins rigide, est-ce que c'est moins de chômage ? Philippe Froment, le secrétaire régional UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Il est bien plus difficile de licencier individuellement ou collectivement en Allemagne qu'en France. Et pourtant, en Allemagne, le taux de chômage est moindre. Donc ce n'est pas un problème de rigidité, à nos yeux, du marché du travail. Mais assouplir le marché du travail, ce qu'on appelle la flexibilité, parfois, ça marche. Il est vrai que dans certains pays, comme le Danemark ou d'autres pays nordiques, certaines règles assouplies mais assorties d'une protection par ailleurs renforcée des travailleurs, a l'air de donner davantage de résultats. Donc nous, à l'UNSA, on n'est pas opposé à donner un petit peu plus de souplesse au marché du travail, parce qu'on sait bien qu'il y a des entreprises dans certains secteurs qui ne sont plus compétitives et qui, n'étant plus rentables, doivent fermer. Mais en contrepartie, nous disons qu'il doit y avoir des protections renforcées pour les salariés, notamment quand ils passent par la case chômage, pour éviter qu'ils tombent dans la précarité. Mieux former les salariés plutôt que les licencier dans une économie qui change toujours plus vite, c'est cette réponse que propose l'économiste Jean-Paul Paulin, professeur à l'Université d'Orléans. Moi, je fais partie des économistes qui croient au contraire que les transformations dont on parle, les transformations du numérique, ça ne signifie pas que tout d'un coup tout va être chamboulé, qu'il faut qu'il y ait des entreprises absolument qui meurent et d'autres qui se créent. C'est vrai que c'est une loi assez naturelle, mais néanmoins, vous pouvez concevoir que ces transformations en question, elles se fassent au sein même des entreprises. Ce qui signifie qu'il faut que les salariés, évidemment, s'adaptent. Mais pour changer, se former, s'adapter, les salariés doivent être assurés. Pour le faire, il faut que vous soyez en confiance.
Il faut que vous sachiez que vous allez rester dans l'entreprise. Il faut que vous sachiez que l'entreprise ne va pas vous laisser. L'entreprise va vous suivre, l'entreprise va essayer de vous former, l'entreprise et puis peut-être l'État lui-même, enfin la puissance publique. Si vous avez le sentiment que l'entreprise, elle va vous jeter demain parce que vous n'êtes pas au niveau, parce que après tout elle préférerait recruter un jeune, vous n'allez pas investir, quoi. Vous n'allez pas vous former. Mais l'entreprise aura-t-elle les moyens de former ses salariés ? En attendant, certains se forment tout seuls, comme Najat. À 33 ans, après 14 années d'activité, 12 contrats de travail, elle a choisi un contrat de professionnalisation au CFA de l'Aglo. Je reprends mes études et en même temps je travaille donc dans l'entreprise. Et ça me permet de me remettre dans le bain. Et surtout, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas repris l'école. Là, on me donne l'avantage et la chance de me reformer. Donc, j'ai pas hésité. C'est ça que je voulais faire dès le début, en fait. Mon objectif premier, c'est pas d'avoir un CDI. C'est principalement avoir des diplômes et aller au maximum que je peux. Et tant que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Défendre la formation autant que le CDI, c'est peut-être ça la voie de la réconciliation. Bonjour Kenza. Bonjour. Cette loi va-t-elle finalement être adoptée ? Oui, elle a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Le texte devrait donc paraître au journal officiel cet été. Suite à notre reportage, il y a eu de nombreuses manifestations, des grèves et des pénuries de carburant. Cette année, on a entendu parler de cette loi sans arrêt alors que la plupart des personnes ne la connaissent pas totalement. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur la loi du travail, Pierre Laurent ? On n'est pas obligé d'avoir un avis, mais si on n'a pas un avis, c'est les autres qui décident pour vous. Votre reportage m'a beaucoup intéressé. Je pense que parmi ceux qu'on a entendus pour l'instant, c'est peut-être le plus engagé. On parlait tout à l'heure de neutralité. Et probablement, je réfléchissais en l'écoutant avec beaucoup d'attention, parce que ça vous touche directement. Vous avez commencé comme ça en disant, voilà, nous on est apprentis, donc comme ça change la situation des apprentis, ça nous a beaucoup intéressés. Peut-être, petite critique, puisqu'on est là pour ça aussi. J'aime beaucoup les deux intervenants, Jean-Paul Paulin et Philippe Froment, qui sont des amis, mais les deux sont plutôt critiques sur la loi, avec des nuances, mais ils sont plutôt hostiles. Peut-être qu'il aurait été bon. Il y a eu par exemple dans la presse nationale, dans Le Monde, etc., une pétition d'économistes favorables à la loi, et puis une défavorable, dont avec Jean-Paul Paulin par exemple, de choisir aussi une voie favorable à la loi, ou même par rapport aux syndicats, puisque là vous avez donné la parole à l'UNSA. La CFDT, on sait, a négocié avec le gouvernement et est favorable à la loi. Ça aurait peut-être été intéressant d'écouter ce point de vue-là. Juste pour vous expliquer le travail justement de préparation, parce que là il est intéressant sur ce reportage. On est parti évidemment du sentiment des apprentis qui disaient non mais cette loi on n'en veut pas, elle va allonger le temps de travail des apprentis. Tout le travail du journaliste, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Abdelakal Idrissi, c'est de modérer tout ça en disant il y a sûrement du contre, il y a sûrement du pour. Qu'est-ce qu'on fait comme reportage à la fin ? Au final, c'est un peu engagé, finalement beaucoup moins qu'au départ. Et moi, la réflexion que je me suis faite à la fin du reportage, c'est où sont les patrons ? On n'a pas entendu. Jean-Paul Paulin est un prof d'économie, je le connais bien, je l'ai eu en tant que prof d'économie. Il se définit lui-même comme keynésien, donc plutôt tendance de gauche, on va dire ça, même si c'est un peu plus compliqué. On a un syndicaliste, ils disent des choses très intéressantes. Les témoignages des jeunes sont intéressants, parce qu'effectivement, cette loi apporte des modifications, si je comprends bien, notamment sur les métiers un peu dangereux, où on voudrait pouvoir laisser les apprentis faire ça. En face, il manque un peu les patrons, même les syndicats réformistes. Mais c'est intéressant, parce que ce que vous dites dans votre reportage, les témoignages, ce qui serait intéressant, c'est de les soumettre aussi aux patrons en disant nous on trouve que cette mesure-là est une très mauvaise idée. Qu'est-ce que vous avez, vous, à dire, et d'écouter ce qu'ils ont effectivement à répondre sur le fait que la loi prévoit que pour les apprentis, dans les métiers dangereux, on puisse les laisser manipuler, etc., des machines dangereuses, ce qui est interdit aujourd'hui par la loi. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, juste d'un mot, mais il y a eu l'ouverture sur l'étranger. Voilà, il y a des expériences. Il y a un an en Italie, Matteo Renzi a fait adopter le Job Act, donc justement pour faciliter l'emploi des jeunes. Est-ce que ça a marché ou pas ? Voilà, il y aurait peut-être eu cette ouverture aussi. Kenza, je crois que tu avais encore une question. Oui, Pierre Laurent, on dirait qu'il y a des personnes dans chaque camp. Il n'y a pas de juste milieu. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y en avoir un ? Il y a peut-être un centre s'il n'y a pas un juste milieu, mais bon, voilà. Vous connaissez peut-être la formule de François Mitterrand qui disait le centre, oui, on l'a rencontré, c'est la droite. Donc, effectivement, le juste milieu, non, j'y crois pas trop. Sur ce genre de loi, sur ce genre de sujet, et puis ça prend de l'ampleur. On arrive à des positions très tranchées qui sont très déstabilisantes pour nous, citoyens. Alors, ce qu'il faut distinguer probablement, c'est l'origine du projet de loi.
parce qu'effectivement c'est une longue histoire comme vous l'avez rappelé, et puis le projet final tel qu'il a été adopté hier avec l'article 49.3. Le projet de loi il a énormément évolué, parce qu'effectivement le gouvernement s'est rendu compte qu'il est dans le mur, qu'il était soutenu par personne, au départ il était soutenu par le patronat, par le MEDEF, et puis le MEDEF a dit non, finalement la loi est édulcorée, ça m'intéresse plus, et donc il a négocié avec la CFDT. Donc le juste milieu, c'est effectivement, vous dites, je crois, vous terminez votre reportage en disant comment réconcilier peut-être par la formation. Je ne sais pas si un gouvernement doit forcément tenter à tout prix de réconcilier, parce qu'une position moyenne, ça peut être une position médiocre finalement, et une position qui n'arrange rien. Peut-être que le projet de loi actuel, d'ailleurs, aujourd'hui, n'a plus grand sens. Et c'est vrai que sur ce type de sujet-là, c'est très très difficile, parce qu'il n'y a pas une vérité, c'est un sujet qui idéologiquement divise beaucoup, et on sait qu'on ne va pas révolutionner, faire penser autre chose à quelqu'un qui, pour un patron, va, après le reportage, se dire mais finalement c'est une très mauvaise chose ce projet de loi, ou un apprenti qui va se dire que c'est une très bonne chose. Donc c'est les sujets très difficiles, donc dans le doute, journalistiquement, à minima, donner la parole aux uns et aux autres, et ensuite, encore une fois, on en revient à les auditeurs se font leur avis sur le sujet. C'est comme à la radio, un an d'actualité par les premières Bac Pro accueil du CFA de l'Aglo. Saré, merci à vous d'avoir mis en valeur les reportages de vos camarades. Amel nous rejoint pour nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. Ça va, Amel ? Oui, ça va. Pas trop stressé ? Non, ça va. Bon, ça va bien se passer. Oui. Le prochain reportage parle de santé. L'arrivée de paquets neutres de cigarettes dans le bureau de tabac. C'est Océane, Luna, Najet et Ezekiel qui l'ont réalisé. Bonjour Océane. Bonjour Amel. Peux-tu nous expliquer ce choix ? Alors nos autres sujets, c'était la polémique autour de la mode du voile, la fermeture de la maternité de Pithiviers et le mouvement citoyen Nu Debout. On a voulu éviter les sujets sensibles et c'était le sujet le plus consensuel. 2 d'entre nous sont des fumeurs, ils se sont sentis concernés. On a cherché à comprendre les enjeux de cette loi. Nous sommes partis à la rencontre des buralistes à Orléans en mode journaliste d'investigation et voilà ce que ça donne. J'ai fumé ma première cigarette, j'étais en 3e, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Un jeune sur 2 comme Jason a déjà fumé à 15 ans. Ces cigarettes, il les achète très facilement. Pourtant, la loi interdit de vendre aux mineurs. C'est d'ailleurs ce qu'assure Joe, buraliste installé non loin d'un lycée orléanais. On fait tout notre possible pour pas vendre aux mineurs. Généralement, quand ils sont pas majeurs, je leur demande la carte d'identité, ils l'ont pas. Voilà. Donc, la vente elle est refusée. Ah bon ? Pour le vérifier, on a équipé Enzo, 16 ans, d'un micro caché avant de l'envoyer acheter ses cigarettes dans ce même tabac. Bonjour. Un paquet de Marlboro, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. C'est 2 paquets minimum, jeune homme. Eh bien, un deuxième, s'il vous plaît. Enzo est donc incité à prendre non pas un paquet, mais 2 paquets de cigarettes. Même résultat dans un autre tabac, où cette fois-ci, c'est Jason qui s'y colle. Bonjour. Un paquet de Philippe Morris, s'il vous plaît. Alors, 6,80. Tenez. En clair, à part le chien, merci beaucoup. personne ne s'en émeut. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est passé crème. C'est passé crème, c'est passé sans problème. D'ailleurs, ça passe à tous les coups pour Jason, à qui on ne demande jamais sa carte d'identité. Ça m'est arrivé une seule fois qu'on me l'a demandé et au final j'ai dit que je l'avais pas sur moi. Du coup ils m'ont dit c'est pas grave et ils m'ont laissé acheter un paquet de cigarettes. Pour moi j'avais aucun doute, pour moi il a plus de 18. En général, comme moi je fais quand même attention, dès que j'ai un doute, je demande la pièce d'identité. Bon, les filles sont assez vexées si je les prends pour des gamines de 16 ans alors qu'elles en ont 18. En général, s'ils sont pas 18 ans, ils s'envoient la copine qui elle a 18 ans. Chez Charline, buraliste, elle aussi à côté d'un lycée, le paquet neutre va arriver à partir du 20 mai. C'est la solution choisie par le gouvernement pour lutter contre le tabagisme. En particulier chez les jeunes à qui Charline vend ses cigarettes. Je pense que du coup les jeunes ils seront quand même moins incités sur le packaging. Certains jeunes seront plus incités à fumer. Les éventuels futurs fumeurs, effectivement, je pense qu'ils n'iront pas vers la cigarette puisque le paquet, il est vraiment pas beau. Des dents pourries, des poumons carbonisés, des amputations en gros plan, ce n'est pas ça qui va arrêter Enzo. À 15 ans, quand on voit des images comme ça nous fait pas grand-chose. Aurélia Plouzeau ne pense pas la même chose. Aurélia connaît bien les jeunes, elle intervient auprès d'eux en milieu scolaire en tant que psychologue spécialiste en addictologie. Il faut savoir que le paquet de cigarettes, ça peut presque être considéré parfois comme un petit accessoire de mode ou avec des logos qui peuvent faire très jeunes. Là, le paquet neutre réduira complètement l'existence du marketing. En Australie, le paquet neutre, il a été mis en place fin 2012, donc il y a quelques années de recul, et les études ont montré que les personnes avaient moins tendance à s'exposer
s'autoriser à fumer en public. Ils ont aussi moins tendance à laisser leur paquet de cigarettes sur les tables de café. Il y a aussi une recrudescence des appels téléphoniques vers les lignes d'aide au sevrage tabagique. Ça a marché en Australie. Pourquoi pas en France ? Parce que, dit Axel Gitz, le PDG de la CETA, l'un des gros fabricants européens de tabac, le problème, ce n'est pas l'apparence du paquet. Les jeunes commencent à fumer à cause de la pression des amis, de l'exemple des parents, des problèmes d'adolescence, mais c'est jamais l'emballage qui figure. Et l'Allemagne a démontré d'une manière très impressionnante, si on cible ces raisons pourquoi ils commencent à fumer, les moins de 18 ans, par des programmes d'éducation intelligente, on peut réduire d'une manière significative la fumée parmi les jeunes. Joe, le buraliste, est lui aussi convaincu que ça ne changera rien pour les jeunes. La personne qui a l'habitude de fumer son paquet de cigarettes, peut-être au début, ça sera un petit peu influencé par les photos, mais ça ne changera pas grand-chose de problème. Les jeunes regardent plus un prix qu'une marque. Le prix, et si c'était la solution, Jason achèterait-il autant de cigarettes avec un paquet à 15 €? Franchement, là, j'arrêterais d'en acheter, ça reviendrait beaucoup trop cher. Mais Jason a déjà une très bonne motivation pour s'arrêter de fumer. Ça va faire 11 mois que j'ai rencontré ma copine et elle n'aime pas les fumeurs, elle n'aime pas l'odeur de la cigarette. Et c'est pour elle en fait que j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est elle ma motivation. Pour l'instant, pas de paquets neutres chez les buralistes. Ils ont fait leur stock, mais pourtant, en 2017, les paquets neutres seront obligatoires. Pour notre reportage, on s'est lancé dans le journalisme d'investigation. Nous nous sommes inspirés d'Élise Lucet de France 2. Vous, Abdelak El-Idrissi, ça vous arrive de travailler avec ce genre de méthode ? Oui, vous dites journalisme d'investigation. Non, vous avez fait du journalisme. C'est pas un journalisme d'investigation. Chaque journaliste doit être en mesure de faire ce que vous avez fait. C'est-à-dire que on a des discours qui sont donnés sur oui, on ne vend pas aux mineurs. On va voir ce qu'il en est. C'est pas de l'investigation, c'est du journalisme. On vérifie les faits et les dire. C'est important parce qu'on a l'impression que dans les journalistes, il y a une petite caste, certains qui font de l'investigation. Non, tous les journalistes doivent être en mesure de faire ce que vous avez fait là. Donc moi, ça m'est déjà arrivé et j'espère que ce n'est pas qu'à moi que ça arrive. D'accord. Vous avez quelques exemples Des exemples sur des sujets vraiment où il a fallu aller farfouiller, mais c'était surtout des sujets qui concernaient des instructions judiciaires, donc des enquêtes. Vous savez, on a beaucoup parlé de Big Malion, l'affaire Big Malion, on en parle parce qu'il y a Nicolas Sarkozy, l'UMP, sa campagne présidentielle, mais on a beaucoup moins parlé d'un autre volet de l'affaire Big Malion qui concerne France Télévisions, la télévision publique, où Big Malion avait des contrats, a réussi à obtenir plusieurs millions d'euros de contrats sans aucun appel d'offres, ce qui est illégal, ça s'appelle du favoritisme quand il s'agit d'argent public. Donc là, j'ai été amené à investiguer, à mettre les mains dedans, à me faire refouler parce que souvent c'est comme vous l'avez fait finalement avec la buraliste et vous avez bien réussi. Moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire que ensuite vous êtes allé lui présenter les résultats en lui disant voilà, vous nous avez dit ça, mais voici ce que nous on a appris. Vous aurez pu ne pas faire ça et passer à autre chose et la tuer entre guillemets dans votre reportage en disant voilà, vous lui avez donné la possibilité de s'exprimer. Tous ne le font pas. Elle a essayé de s'expliquer en disant que parfois on fait pas la différence. C'est une très très bonne chose. D'accord. Luna, ce matin, en préparant l'émission, j'ai entendu parler des Panama Papers. Mais avant, j'en avais pas entendu parler. Est-ce que c'est moi qui m'informe pas assez ou est-ce que c'est les médias qui en parlent pas? Parce que c'est l'exemple typique du journalisme. Alors là, d'investigation pure, des mois, des années à vérifier, à recouper des informations. Ça a fait la une 2 jours et puis après on n'en a pas parlé. Ça intéresse personne. Comme son nom l'indique, peut-être que Panama Papers ça a plus intéressé la presse écrite, parce que c'est effectivement Le Monde et des grands journaux de presse écrite internationale qui ont révélé l'affaire et qui ont insisté dessus. Et c'est vrai que c'est tellement compliqué. Moi, ça m'a intéressé, mais c'est très complexe. Donc c'est difficile à vendre à des auditeurs ou à des spectateurs à la télévision. C'est peut-être pour ça, effectivement, oui. Mais moi, sur mon portable, j'ai une application Actu qui est souvent... écrite, mais j'en ai pas vu. Bon, quand pourtant, même, si, on en a beaucoup parlé. Ouais. Mais c'est vrai que pour aller au cœur du dossier, c'est très compliqué, parce qu'il y a, tu le disais, des problèmes juridiques, internationaux, de droits comparés entre les pays, c'est des financements, c'est un scandale international, c'est compliqué. C'est compliqué, ça a Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Est-ce que c'est notre faute ou la faute des médias en général si on n'est pas toujours informé de ce qui implique, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu, ça influe sur les politiques publiques, ça a peut-être des conséquences sur nos vies, ce genre de scandale. Est-ce que c'est notre faute si on ne s'informe pas assez sur ces sujets-là, où on se tient à
à la vague des choses. Moi, je serais un peu plus dur en fait avec les médias en disant que c'est de là que vient le problème. Effectivement, parce qu'au départ, sur des sujets qui sont compliqués, et de plus en plus, de toute façon, les plus gros sujets, les sujets avec les plus gros enjeux, ils sont compliqués. Concrètement, c'est pas des sujets qui, en radio, vont pouvoir être résumés, on va pouvoir en saisir les enjeux en 1 minute de papier ou en 2 minutes de reportage. Donc la question au niveau médiatique, c'est comment est-ce qu'on se saisit du sujet et comment est-ce qu'on intéresse nos auditeurs. Vous me parlez des Panama Papers, mais je sais pas, je réfléchis avec vous, mais peut-être que le bon moyen, ça aurait été d'expliquer que d'aller, je sais pas moi, à la caisse primaire d'assurance maladie, d'aller voir les gens qui attendent parce qu'il y a un seul guichet d'ouvert, et d'expliquer que s'il y a un seul guichet d'ouvert et qu'il faut attendre 1 heure, c'est parce que l'État manque de moyens, parce qu'une partie de ses recettes lui échappe dans les paradis fiscaux. Ouais, tout à fait. C'est une idée comme ça, c'est l'anglais. Mais en tout cas, j'en reviens à les médias doivent se poser les questions et c'est leur responsabilité d'intéresser les gens sur les sujets qui sont compliqués. Merci à tous pour ce reportage passionnant. Voici le dernier, celui de Camille, Sarah et Elodie. L'application Periscope, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Bonjour Elodie. On ne connaît pas bien Periscope. Pourquoi ce choix ? Donc, étant toutes les trois touchées par les différents faits divers autour des réseaux sociaux, le choix de Periscope nous a semblé évident. Avant même d'avoir pris connaissance des sujets du mois proposés par Madame Gallegos, comme le Festival de Cannes, le CERCIL ou la polémique de Black M à Verdun, on avait réfléchi sur quel thème aborder et Sarah avait proposé les réseaux sociaux, en particulier après le suicide de la jeune fille en direct sur Periscope, car c'était un événement qui nous a vraiment marqué. Alors on ne s'est pas focalisé que sur Periscope, mais nous avons abordé tous les réseaux sociaux dans notre reportage que je vous propose d'écouter tout de suite. Avant Serge Aurier, personne n'avait entendu parler de Periscope. Il a dit l'Europe le 6 la tête ou quoi? Il le prend les couilles mon frère. Il prend tout cousin. Depuis les insultes du défenseur du PSG contre son entraîneur Laurent Blanc, il y a eu la mort d'Océane. Le suicide en direct d'une jeune fille de 19 ans. Periscope, c'est ça. Un nouveau réseau social qui permet de partager sa vie en live. La vidéo, suite logique du selfie, les cœurs qui remplacent les likes. C'est le monde d'aujourd'hui, dit Elsa Godard, philosophe, auteure de Je selfie, donc je suis. Elle était sur le plateau du Petit Journal de Yann Barthès. Un selfie n'a de sens que lorsqu'il est posté. Alors il peut être envoyé à son réseau d'amis, évidemment, mais en règle générale, il a une utilité réelle sur pour crâner. Voilà, absolument, pour exister. J'aime à dire, c'est être liké aujourd'hui dans le monde du virtuel. Plus il y a de likes, plus on existe, d'une certaine manière. C'est le monde des réseaux sociaux, Facebook par exemple, et ses 31 millions d'abonnés en France. C'est même devenu la raison d'être de certaines entreprises, comme le site internet Maille-Loire-Vallée, où Loïc Simon gère ses abonnés. On fait de la promotion du tourisme en Val-de-Loire, on donne des idées de sorties, on parle des châteaux, du tourisme, et on fait la promotion de ces événements et de ces sorties sur nos pages et sur nos réseaux sociaux. Donc sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Principalement sur Facebook, en fait, où on a une communauté de plus de 143 000 fans aujourd'hui. Avec 20 000 followers sur Twitter, le footballeur de l'US Orléans, Pierre Bouby, est en train de se construire une autre carrière. Je suis plus connu sur le réseau plutôt que sur le foot, moi. C'est un peu paradoxal, mais je suis professionnel depuis un petit moment et c'est vrai que dans le monde du foot, je suis plus connu par rapport à ça, au réseau, plutôt que pour mes prestations. Mais bon, ça me dérange pas, moi je m'en fous. Il faut savoir se servir aussi de ce qui arrive dans la vie pour justement se faire un petit peu connaître. Et puis bon, moi j'arrive en fin de carrière au niveau du foot, donc forcément, il y a une reconversion aussi à aller chercher derrière. Mais être sur les réseaux sociaux, être vu, liké, retweeté, c'est aussi s'exposer. Des insultes sur les réseaux sociaux, ça fait partie du truc. Les va t'entraîner au lieu de tweeter, j'en ai reçu des ribambelles. Après, il y a des gens que ça choque parce qu'on rigole un petit peu sur tout. Je comprends que ça puisse gêner certaines personnes. Moi, des fois, je tweete, je sais que mon père il va dessus, des fois il m'appelle, il me dit mais t'es fou. T'es complètement secoué, mon fils. Et parfois, c'est être une cible. Loïc Simon peut en témoigner. Au moment de l'élection de Miss France 2014, je crois, qui était Miss Orléanais, on avait eu des insultes à caractère raciste sur ces publications-là. C'est un peu les risques des réseaux sociaux, c'est cet anonymat qui permet de tout dire, et notamment le pire. Donc c'est ce travail, entre guillemets, de modération et de signaler quand il peut y avoir des problèmes. Avec le live, il n'y a plus de modération possible. Et la dérive peut commencer. Mais c'est bon, j'ai arrêté Periscope, c'est big, voilà, à cause de moi, il va appeler mon frère, il va me niquer. On l'a... Sur le Coran, c'est pas vrai. Sur 2 millions de gens. Mais c'est pas vrai. Et tu deviens fou avec le Periscope, ton frère. C'est pour ça que la vie en live de Pierre Bouby, vous ne la verrez jamais. Non, Periscope, moi je l'ai téléchargé dès qu'il est sorti, mais je reste assez mesuré par rapport à ça parce que c'est un outil très très dangereux. Autant Twitter, on peut vérifier un petit peu ce qu'on met, mais Periscope, il n'y a pas de parachute là. Mais vous verrez Stix, une plateforme de partage de bons plans entre étudiants. Pour Adrien, le chargé de communication,
Periscope sera un outil incontournable, à manier avec précaution. C'est un type de média qui devient très très tendanciel, très actuel. Vu que notre cible c'est les étudiants, c'est d'avoir du like sur la page, du trafic, vraiment de pouvoir les capter en masse. Je pense qu'il y a l'éducation et l'information pour éviter justement aux jeunes d'avoir accès à du contenu choquant ou dérive, du style des photos, des vidéos qui peuvent atteindre la dignité ou la vie privée. Juste de faire attention et de ne pas faire n'importe quoi, de suivre les conseils des grands. Les grands, souvent dépassés par un outil qui leur échappe, comme cette maman désemparée, elle a vu son fils commettre une agression sur Periscope. Je suis moi-même horrifiée par ce qu'il a fait. Je ne comprends pas, je n'ai pas élevé mon fils comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Que ceci serve de leçon à tous les parents et tous les enfants. Et attention aux réseaux sociaux. Comme vous avez pu l'entendre, il reste beaucoup de travail d'éducation à faire auprès des jeunes et des moins jeunes. On tenait vraiment à remercier Adrien, Loïc et Pierre que vous avez entendu dans le reportage. Ils ont été disponibles pour nous et ça nous a bien été dans la construction de notre projet. Et au passage, Pierre Boubi est très charmant. Et vous, Pierre et Abdelak, qu'avez-vous pensé de notre sujet ? Je vais rebondir sur ce que j'ai entendu dans le reportage et ce que tu viens de dire, l'éducation des jeunes. Oui, mais pas que. Il n'y a pas juste à éduquer les jeunes, il y a aussi à éduquer les médias et les plus âgés pour éviter de tomber dans des... Quand on est journaliste et qu'on ne comprend rien à ça, moi c'est des choses que j'entends, c'est des questions que je traite à France Culture. On arrive souvent sur ces sujets-là en se pinçant le nez, en n'y comprenant rien, en ayant l'impression que c'est le énième symbole de la décadence des jeunes aujourd'hui, etc. Et je trouve ça problématique quand on est journaliste de justement pas avoir l'esprit ouvert et de se dire je ne porte pas de jugement de valeur, je vais voir la réalité de ce qui se fait pour essayer de comprendre. Et votre reportage, il était intéressant parce que avec la philosophe notamment, on se met à la place des jeunes et on essaie de comprendre ce qui les amène à, et c'est très très intéressant de ne pas venir avec des préjugés, surtout sur les sujets comme ça où il y a des clivages générationnels. Le problème, c'est que, comme l'a montré votre reportage, l'affaire Serge Aurier, qui a été la plus médiatisée, renforce toute cette caricature, tous ces poncifs sur les jeunes de banlieue, puisque il est de la région parisienne, le manque de maîtrise sur les réseaux sociaux, puis des conséquences. Alors, ce n'est pas des conséquences aussi dramatiques, évidemment, qu'un suicide en direct, mais très probablement, puisqu'on parlait de foot tout à l'heure, la dérive de Serge Aurier sur son entraîneur, sur ses partenaires, etc., ça pourrit sa saison, ça a fait perdre le PSG ensuite. Voilà, donc ça a des conséquences. Et c'est souvent, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Abdelak, pas simplement les jeunes, mais les utilisateurs de réseaux sociaux n'ont pas forcément conscience. Dans une interview à la radio ou dans la presse écrite sur la République du Centre, ils ne mettraient pas certaines choses. Et là, c'est ce qu'il disait, Serge Aurier, naïvement. Je ne savais pas que c'était enregistré, je ne savais pas que ça passerait, etc. Donc on se lâche, et effectivement, souvent, quand on se lâche, c'est le moins ragoûtant, effectivement. Les insultes à caractère raciste, les agressions, les agressions, l'homophobie, etc., etc. Donc effectivement, il faut être très prudent sur les réseaux sociaux. Je crois que plus globalement, il y a un problème dans notre société. Effectivement, ce n'est pas qu'une question de génération, entre l'intime et ce qu'on rend public. Est-ce que ça serait intéressant aujourd'hui de connaître ma vie privée ou celle d'Abdelak? Non, ça n'a aucun intérêt. Donc, on ne la livre pas. Donc, Élodie, pardon. La question, c'était quoi? Les conseils à donner, comment on s'en sert, c'est ça? Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour utiliser au mieux les réseaux sociaux? D'être très prudent. Moi, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, mais ce que je constate comme enseignant, puisque c'est ma formation et ma profession, et puis je suis des jeunes en apprentissage, les recruteurs, les employeurs, qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Ils tapent le nom de l'apprenti. Voilà. Et si on s'est lâché sur les réseaux sociaux, effectivement, des choses, vraiment des dérives, soit idéologiques, soit on s'est montré, après une soirée bien arrosée, rue de Bourgogne le jeudi, dans un état pas très présentable, soit, etc., etc. C'est très négatif et ça peut plomber l'insertion d'un jeune. Donc c'est effectivement, il faut être très prudent. Merci. De la précaution, surtout de la précaution, mais ne pas en arriver à dire que les réseaux sociaux, c'est l'enfer, etc. Parce que ce sont des outils qui sont extraordinaires. On y trouve de très très bonnes choses et de moins bonnes choses comme partout. Juste un peu plus de précaution et peut-être un peu plus d'éducation à ces réseaux-là, parce qu'il manque souvent la petite personne qui veut nous dire est-ce que tu es sûr de vouloir tweeter ça? Mais moi, ça m'arrive parfois, je tweete des choses et je me dis oula, t'es sûr, Abdelak, t'es quand même journaliste à France Culture, t'as donné un peu trop ton avis de manière peut-être un peu trop virulente. C'est le problème de l'immédiateté aussi. Donc là, on peut supprimer. Quand on est en live, c'est beaucoup plus difficile et ça reste. Et quand ça reste, ça peut être problématique. C'est comme à la radio, au CFA de l'Aglo, le débat. Il nous reste quelques minutes pour poser encore quelques questions. Notre professeure, Marilyn Galégoz, en a une à vous poser à tous les deux. Bienvenue, Madame Galégoz.
Bonjour, donc j'avais une question d'abord à vous poser à vous, les jeunes. Je vous ai chaque mois proposé des sujets et j'ai remarqué donc dans ces sujets, il y avait des sujets qui traitent de l'actualité, donc il y avait des sujets qui traitaient de la religion, il y avait des sujets qui traitaient des problématiques liées aux réfugiés et chaque mois, vous avez, je crois, évité ces sujets et je voulais savoir pourquoi, s'il y avait une explication, si c'était volontaire ou si c'était une coïncidence. Alors pour ma part, c'est un sujet très compliqué et très vaste. Donc, lequel sujet lié à la religion Oui, voilà. Trop vaste, trop complexe. Tout à fait. Abdelak El-Idrissi, quand c'est trop vaste, trop complexe, on doit s'empêcher de parler, trop polémique, trop à fleur de peau, on doit s'empêcher de parler de tout ça? Non, au contraire, il faut se sentir, avoir justement envie de se saisir de ces sujets-là qui sont les plus sensibles. Tout à l'heure, quelqu'un disait à un moment dans le choix du sujet, je crois que c'était concernant le paquet neutre, il y en avait d'autres, notamment à ce moment-là, au même moment, un sujet sur le voile, et la personne a dit, on a voulu éviter les sujets sensibles. Non, on ne veut pas éviter les sujets sensibles, au contraire, ce sont les plus gros défis finalement, les sujets qui sont les plus clivants, les plus sensibles. Après il y a la question de l'approche, comment on se saisit du sujet en fonction de qui on est, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. On n'est pas objectif, on n'est pas des robots, on a tous un avis, parfois même des préjugés, mais à partir du moment où on est honnête, qu'est-ce qui nous empêche de nous saisir d'un sujet comme le voile ? Oui, ce sont des sujets très 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 sensibles. Il y a une certaine hystérie autour des sujets autour de la religion, etc. Mais justement, moi j'ai fait un sujet sur la question du voile pour France Culture et je me suis dit, on va sortir de l'émotion. Parce qu'on sombre beaucoup aujourd'hui facilement, mais les médias, quand je dis on, dans l'émotion, c'est-à-dire on veut du pathos, on veut des gens qui pleurent, etc. Eh ben non, réfléchissons plutôt avec notre cerveau, quitte à... Moi, sur le sujet sur le voile, j'ai pas donné la parole à quelqu'un qui est pour et quelqu'un qui est contre. Je suis allé voir des gens encore au-dessus, des gens qui ont travaillé, qui ont fait des travaux de recherche, qui sont historiens, notamment une historienne des féminismes. Et c'était passionnant. Et ça permet au final de dire, j'ai fait le travail en reposant calmement le sujet qui est sensible, mais calmement, avec des arguments sensés, et j'en fais appel à la réflexion de mon auditeur et pas à son cœur et à ses émotions. C'est peut-être d'autant plus important d'en débattre et de les poser, ces sujets-là, que c'est sensible, justement, Pierre Laurent. C'est fondamental. Si on ne les traite pas, comment est-ce qu'ils sont traités ? Moi, pour donner un exemple personnel, tout à l'heure on demandait des anecdotes, il se trouve que j'avais lancé un mouvement au moment de la panthéonisation de Jean Zay, vous parliez du Cercil tout à l'heure, voilà, un autre sujet qui aurait pu être traité, pour que Jean Zay entre au Panthéon et surtout soit également associé en local son nom à l'Université d'Orléans. J'ai reçu des insultes à caractère raciste. Bon, il se trouve que je ne suis pas juif, mais je pourrais l'être. Voilà. Ne pas traiter les questions, c'est les laisser aux extrêmes, aux minorités. Et donc, il faut les traiter sereinement, mais comme vous l'avez fait pour toutes les questions. Alors, c'est vrai que c'est vaste et compliqué, mais l'angle local que vous avez choisi souvent, l'angle du témoignage individuel, quelqu'un, alors sans pathos, tu as tout à fait raison Abdelak, mais une mère de famille dont par exemple le fils ou la fille est parti en Syrie, voilà, c'est un angle intéressant. Et puis l'expertise, effectivement, pour donner du recul. Est-ce que la question s'est déjà posée dans l'histoire des conflits religieux? Bah oui, à Orléans, au moment de la Saint-Barthélemy, alors c'est très loin, c'est vrai, mais c'était à peu près l'Irak aujourd'hui, c'est-à-dire que vous étiez catholique, vous alliez tuer des protestants qui étaient votre voisin. Donc il faut effectivement absolument se saisir de ces sujets, sinon on en reste aux passions et aux préjugés. On ne peut pas comprendre, effectivement. Donc il faut se colter. Alors c'est pas facile, mais il faut se colter à ces sujets. Il y a une ligne qui est assez simple, c'est la ligne de la République et de la laïcité. C'est ce que Jules Ferry avait expliqué dans une circulaire aux instituteurs, leur dire que, désormais, on acceptait tout le monde à l'école publique et qu'il fallait respecter toutes les religions, puisque la France garantit la liberté de religion, la liberté de culte, on l'oublie parfois, et que à la fin d'un cours, il fallait qu'aucun enfant ne soit choqué par rapport à ce que ses parents lui disaient à la maison. Et je crois que ça, c'est très intéressant aussi. L'école n'a pas à dire telle religion est bonne, telle autre est mauvaise ou toutes les religions sont mauvaises. Non, c'est pas du tout son rôle. L'école publique, la République au-delà, elle doit respecter et elle doit faire comprendre. L'exemple de la laïcité, il est très bon parce qu'à un moment dans le débat, justement, certaines personnes avaient une définition totalement biaisée de ce qu'était la laïcité. Oui. On en oubliait que la laïcité, c'était aussi garantir à chacun la possibilité de pratiquer son culte. Le ministre de l'Intérieur en France est ministre des cultes. Il doit assurer la liberté de religion. Et on avait l'impression que du coup, la laïcité, c'était plus du tout ça, c'était contre les religions. Voilà. Et du coup, les reportages
intéressants, intelligents, qui ne font plus appel à l'émotion mais à la réflexion, c'est de dire non, on se souvient que voilà, dans l'histoire, en 1905, l'esprit de la loi, c'était ça. Ou même sur le reportage, comme vous l'avez très bien fait à 2 reprises, d'aller voir ce qui se fait à l'étranger. On dit que les Français sont très centrés sur eux-mêmes. Et à un moment donné, c'est bien de dire aux gens, non mais attendez, ce qu'on vit aujourd'hui, d'autres pays l'ont vécu et l'ont vécu dans le passé. Voilà comment ils ont résolu ce problème-là. Et moi j'ai une dernière question pour vous, Saré et Amel. Est-ce que tout ce travail qu'on a mené depuis le mois de janvier a changé un petit peu votre façon de vous informer, de regarder l'actualité et d'essayer d'aller derrière ce qui se passe et ce qu'on dit dans les médias sur certains sujets? Amel? Oui, moi, l'actualité, je la regardais tout le temps sur Facebook, comme pas mal de jeunes. Maintenant, je m'intéresse plus à la regarder à la télé, à la radio, c'est très important. Par contre, en revenu sur le sujet de la religion et le porte-voile, je suis très très d'accord avec vous deux. Par contre, ma question, c'est que est-ce que avoir envie de parler de ce sujet en ce moment, avec tout ça, qu'est-ce qui se passe, c'est pas très très compliqué, sensible, on va dire. Bien sûr. C'est la peur, il fait peur ce sujet. Alors moi je vais pour le coup parler plus personnellement sur la question du voile. Voilà. Je m'appelle Abdelak Elidrissi, mes parents sont nés au Maroc, ma famille est musulmane, et ma première crainte c'était de me dire qu'est-ce qu'on va me dire sur mon traitement du sujet. Ma plus grande crainte c'était d'être renvoyé à tort ou à raison, à une religion ou avant d'être renvoyé à moi, journaliste, et ma pratique du journalisme. C'est des questions très difficiles. Même à France Culture, ces sujets-là, cette tension-là, on l'a ressenti lors des débats en conférence de rédaction, cette réunion du matin qu'on a dans toutes les rédactions. Voilà, on peut dire qu'à France Culture, on réfléchit, etc. Il y a eu parfois des moments de débat assez vifs. Donc c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais on a encore plus de mérite. Même, ça peut l'être, mal. encore une fois qu'on est renvoyé à des considérations qui n'ont rien à voir dans le débat. Mais à partir du moment où on fait bien son travail honnêtement, avec une ouverture d'esprit, finalement, on en tire de la fierté. Moi, le reportage sur le voile, j'en suis très content et j'ai eu que des échos positifs. C'est comme à la radio, un an d'actualité. Par les premières Bac Pro accueil du CFA de l'Aglo. Allez, merci à tous vraiment pour cette émission, puis pour tout ce travail de toute l'année. Merci Saré, merci Amel, merci à vous, à tous les deux, Pierre Laurent, Abdelak Elidrissi. Bravo à tous les apprentis pour ce travail, vous avez super bien travaillé. Merci au CFA de l'Aglo, Frédéric Bridet, son directeur. Merci à Richard Zampa et Apostrophe 45 qui nous a bien aidés dans la préparation des sujets. Merci à Brigitte Hu, la présidente de l'association C'est comme à la radio. Merci à Carole et Jean-Luc pour l'accompagnement tout au long du projet. Merci évidemment à France Bleu Orléans pour son soutien technique, rédactionnel. Merci à Abdelak Elidrissi, à Abdelbasset Alkama. On a toujours un problème sur les émissions avec Basset. Merci à Basset qui a réalisé cette émission. Merci à Angélique Montals à la régie, l'installation du studio de radio. Et bien sûr, merci à Marilyn Gallegos, la prof, d'avoir eu cette merveilleuse idée.